Somnifère, le podcast. L'enfance est un secret, un coffre au trésor dont nous gardons pour toujours la clé, un rêve à rêver pour toujours, une histoire qui recommence à chaque instant. L'enfance et tous ces enfants à venir, des millions d'enfants et autant de souvenirs. L'enfance est ce tout petit supplément d'âme, cette petite flamme que l'on garde en soi pour réchauffer son âme, écrit Jean-Pierre Guénot. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 2 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui se remémore son enfance passée autour d'un petit ruisseau de campagne. Les souvenirs jaillissent au fil du récit. Les petits bateaux de papier, la pêche aux poissons et l'eau de ce ruisseau qui jaillit de nulle part et semble aller vers l'inconnu. Il décide d'y retourner pour tenter de retrouver ses plaisirs d'autrefois, mais il semble lui manquer quelque chose, ses yeux d'enfant. C'est une nouvelle d'Adjutor Rivard intitulée « Le ruisseau ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. À présent, portez votre attention sur les parties de votre corps que je vais citer, en prenant quelques secondes pour les relâcher complètement une par une, à mesure que je prononce le mot « relâche ». On commence par les orteils qui se relâchent. La plante des pieds se relâche. Les chevilles se relâchent. L'ensemble de vos deux pieds est maintenant complètement relâché. Vos mollets se relâchent. Vos genoux se relâchent. Vos cuisses se relâchent. Vos fesses et votre région pelvienne se relâchent. L'ensemble de vos deux jambes se relâche. Vos hanches se relâchent. Prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le bas de votre corps qui est complètement relâché et notez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration et à l'expire, sentez toutes les émotions indésirables accumulées pendant la journée se libérer, vous laissant encore plus calme et détendu. Portez maintenant votre attention sur votre ventre qui se relâche.
votre poitrine se relâche. Le bas de votre dos se relâche. La détente se propage maintenant dans l'ensemble de votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vos trapèzes qui se détendent également et qui se relâchent. C'est maintenant le tour de vos épaules qui s'affaissent complètement et se relâchent de tout leur poids. Votre nuque et votre cou se relâchent. Votre tête est lourde dans l'oreiller et à son tour se relâche. L'espace entre vos deux sourcils se relâche. Votre mâchoire se relâche. Vos paupières sont confortablement posées sur vos yeux, sans tension, et votre front se déplisse. C'est maintenant au tour de votre cuir chevelu de se détendre complètement et de se relâcher. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Prenez un instant pour profiter de cette détente du corps qui se transforme en détente de l'esprit. Notez le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire et redescend à l'expire, comme c'est apaisant et réconfortant. Sentez comme à chaque expire, vous semblez être de plus en plus détendu. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit, en étant tout simplement présent, déconnecté du monde.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Adjutor Rivard, le ruisseau. Entre la terre de chez nous et la terre du voisin, il y avait un cours d'eau. Au sortir du bois où elle prenait sa source, cette eau limitrophe faisait d'abord quelques méandres sous les broussailles. Puis venant à rencontrer la ligne de division des deux biens, elle coulait droit au sud. Après avoir recueilli de ça de là l'apport des rigoles, elle arrivait près des maisons, obliquée un peu à l'est, laissait de notre côté les ruines d'un vieux moulin, et faisant un crochet, coupait en biais le chemin du roi sous un pont. Pour de vrai, c'était une rivière. Au souvenir de ceux qui enfants jouèrent sur ses bords, cela ne fait pas de doute. Quand de la maison on nous appelait à l'heure des vaches, il fallait pour remonter les berges escarpées agripper les branches et les racines. Sur la rive se trouvait un rocher énorme. Seuls les grands parvenaient à y grimper. Du sommet, on avait, rapportait-il, une vue magnifique. En amont, à partir du moulin, une eau claire et rapide courait sur les cailloux. En aval, avant de passer par la goulette du pont, elle s'élargissait et cela faisait un lac. Dans notre rivière, il y avait des poissons, des petits, très éveillés, et qui voyageaient par bandes, des gros, de sens plus rassis, et qui restaient à l'ombre sous le pont. Dans l'eau, transparente comme une vitre, ils tenaient tête au courant, et leurs fines nageoires remuaient. Dans notre rivière, des vaisseaux naviguaient, montaient à la cordelle, descendaient à volo, manœuvraient d'un atterrage à l'autre. Il y avait des chaloupes, des goélettes et des trois-mâts. Rien n'est plus facile que de distinguer ces diverses sortes de bâtiments. Les chaloupes, c'est des morceaux de bois tout petits, de n'importe quelle forme, et qui n'ont ni quille ni mâture. Cette heureuse disposition permet aux chaloupes d'aller aussi bien sans dessus-dessous qu'autrement. Avantage fort apprécié des navigateurs. Les goélettes aussi sont à fond plat. Mais taillées au couteau de poche dans un bardeau de cèdre, elles accusent des formes plus savantes. Pointues de l'avant, arrondies de l'arrière, elles sont évidemment faites pour la course. Aussi portent-elles deux mâts, sur lesquels on fixe de petites voiles de papier. Quant aux trois mâts, ils sont construits suivant un gabarit plus compliqué. Les meilleurs sont ceux qu'on fait avec de vieux sabots convenablement gréés. On en taille aussi de très beaux et qui tiennent fort bien la mer dans les pièces de fond d'une barrique. Mais d'où qu'ils sortent, et quelle que soit leur forme, on les reconnaît d'abord à leur triple mâture et à leur puissante dimension. Il va sans dire que les trois-mâts, gros bâtiments de charges sujets à échouer, ne voyagent sûrement que sur les eaux profondes, par exemple sur le lac près du pont. Ailleurs, ils ne valent rien. À tout instant, ils engravent ou donnent sur les cailloux. Ah, si vous aviez vu une goélette descendre la rivière et sauter le rapide. Cela n'allait pas toujours, vous le pensez bien, sans avarie. Une goélette mal arrimée chavirait avec sa cargaison, ou une chaloupe mal à propos se mettait en travers du chenal. Mais aussitôt le patron du malheureux vaisseau dans l'eau jusqu'aux chevilles le redressait, et le voyage continuait au hasard des courants. Dans le calme, nos vaisseaux se comportaient mieux encore. On amurait convenablement les voiles, chacun soufflait dessus, et les fins voiliers traversaient la mer d'une seule arisée. Un jour, un petit garçon de la ville arriva avec un bateau à vapeur en fer blanc peinturé.
On tournait une clé, une hélice se mettait à battre, et le bateau marchait tout seul. Auprès de cette merveille, nos vaisseaux avaient piteuse mine. Leur supériorité ne tarda cependant pas à paraître. En effet, le bateau mécanique était toujours échoué. Même au plus creux de l'eau, il touchait fond et se couchait sur le flanc. Cependant que nos 3 mâts évoluaient sans encombre. Aussi le citadin n'essaya pas longtemps de faire flotter son jouet. Bientôt, il l'abandonnait sur le rivage, ferraille inutile, et comme nous, pieds nus et culottes retroussées, dirigeait une flottille de gentils canots de bois qui dansaient sur les rives du lac. En 5 minutes, nous avions fait de lui un marin. Mais pour la pêche, le petit monsieur eut toujours un désavantage, à cause de son chapeau. Tout le monde sait que pour saigner le poisson, il n'y a qu'un bon moyen. On plonge son chapeau de paille dans l'eau jusqu'au fond, un poisson passe, vite on retire le chapeau par les bords, l'eau s'écroule et le poisson est pris. Notre nouvel ami voulut faire de même. Hélas, son chapeau, son joli chapeau blanc au ruban bleu, sortit de là veule, flasque, d'une couleur sans nom et n'ayant plus forme humaine. Les nôtres, au contraire, rustiques et façonnés à la misère, s'accommodaient de cette manœuvre le mieux du monde. Un coup de soleil, et il n'y paraissait plus. Qu'elle était belle, ma rivière! Le sable était d'or, l'eau de cristal, les poissons d'argent. Chaque jour, chaque heure ajoutait quelques notes nouvelles et favorables. S'il faisait beau temps, le soleil mettait des diamants sur la rive, des éclairs sur l'onde. Et s'il pleuvait, il fallait voir à la surface du lac la danse joyeuse des grains de pluie. Le matin, le moulin se dressait dans la lumière comme une tour de château. Sur le haut du jour, ses vieilles pierres éclataient de blancheur. Et le soir, ses ruines prenaient dans l'ombre des formes changeantes et mystérieuses. Ma rivière était pure. Rien ne souillait son onde jeune et fraîche. Des champs traversés, elle n'apportait rien que d'honnête. Un brin de foin, une feuille, une fleur descendait parfois le courant. Mais sur son lit de cailloux comme sur le sable de sa grève, nulle ordure. On y buvait sans crainte, au creux de la main, une eau saine et bienfaisante. Ma rivière était douce, loyale et de bons conseils. Quand une peine passagère mettait de grosses larmes dans nos yeux, c'est auprès d'elle que nous cherchions un refuge. Secrètement, elle nous consolait, à son murmure familier, les petits cœurs pleins de sanglots se calmaient, tandis que d'une caresse toujours neuve, le flot baignait nos pieds nus. Sans cesse, elle variait ses jeux, bruissait contre les mousses, riait à travers les cailloux, descendait en cascatelle. Et avant de passer sous le pont, avant de s'en aller pour toujours dans l'inconnu, elle mettait à nos pieds comme en un miroir tout le grand ciel bleu réfléchi. J'ai voulu la revoir. Je me suis arrêté sur le chemin, longuement j'ai regardé. Et soudain, quelque chose en moi s'est brisé. Le passé, tout à l'heure si vivant, ne m'apparaît plus que comme un rêve. Devant la réalité brutale, les images d'autrefois s'éloignent, s'évaporent et s'effacent. Où est donc ma rivière? Il me semble voir ce paysage pour la première fois. C'est bien le même pourtant. Voici le chemin du roi et le pont de bois. Voici à l'ouest la maison et là-bas le vieux moulin. Mais je ne reconnais pas ma rivière.
Oh, déception. Ma rivière, si belle d'il y a 30 ans, ma rivière large et creuse, c'était un maigre ruisseau, peut-être un fossé de ligne. L'inaccessible rocher, bu de tant d'efforts, témoin de tant de chutes, c'était un simple caillou roulé. Le pont n'avait que 3 pieds d'arche, et le lac profond, pareil à une mer, c'était sur le sable une mince couche d'eau claire, pas même un étang, presque une mare. Tout cela, qui me parut un jour si grand, tout cela est petit et étroit. Combien l'aspect qu'à mon regard prenaient autrefois les choses était plus beau et meilleur et plus vrai. Et mes souvenirs, comme des oiseaux en peine dont un coup de vent a renversé le nid, volent lamentablement au-dessus de l'humble ruisseau, sans savoir où se poser. Ah, que n'ai-je encore, mes yeux d'enfant. Bonne nuit. Bonne nuit.